La question, c'est plutôt comment on peut voir l'IA et comment on peut plutôt regarder le machine learning. Parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais on va plus se concentrer sur le machine learning. C'est vraiment le gros problème aujourd'hui. Et pourquoi on a besoin de bien la regarder? Parce que c'est utile pour faire nos choix éthiques. Donc ça peut être lancer un produit, choisir un chemin de carrière, et puis aussi réfléchir à d'éventuelles nouvelles lois. Parce que si la loi n'est pas parfaite aujourd'hui, il faudra peut-être la mettre à jour. Donc moi, comme l'a dit François, je m'intéresse plutôt aux villes, et c'est toujours des problèmes de décision. Donc on est sur des problèmes qui sont très complexes, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et finalement on n'est pas très loin de la justice. Alors d'abord, on parle des biais. Donc le biais, de manière très schématique, c'est la différence entre la valeur estimée et la valeur réelle. Donc tout se pose la question maintenant, qu'est-ce que la réalité? Et l'idée, c'est est-ce que l'IA va nous permettre, ou le machine learning va nous permettre d'atteindre cette réalité qui est exposée? Parce qu'on a parlé des biais, donc du coup on veut les corriger, mais on va les corriger, on va aller vers dans quelle direction? Et donc, on va d'abord illustrer ça à travers les exemples d'IA utilisés pour la justice. Donc, ça a été présenté tout à l'heure. Moi, je vais parler de l'ancienne IA. Donc, on va parler de système expert. Donc, c'était l'IA symbolique qui a été testée tout à l'heure. Et la nouvelle IA, le machine learning, dont on a aussi parlé. Comment c'est utilisé pour la justice? Et comment ils vont accompagner le décideur dans la résolution d'un problème, c'est-à-dire face à une personne qui est éventuellement coupable, comment je décide si elle est effectivement coupable ou non. Le premier problème, c'est de la modélisation, c'est savoir comment je vais réussir à prendre ce que c'est l'expert et le mettre à travers des règles aussi simples que celle-là. Et la deuxième problème, la deuxième limitation, c'est que l'expert, en fait ça c'est les sciences cognitives qui nous le disent, on n'est pas sûr qu'il est capable d'exprimer effectivement son raisonnement. En fait, si on demande, donc là c'est le travail de Kahneman et Klein, qui disent, on a demandé à des pompiers, à des infirmières, dans des situations de crise, comment vous avez réfléchi, comment vous avez eu le problème, quel était votre raisonnement, et il s'avère qu'en fait ces personnes ne sont pas capables de l'exprimer. Donc on le voit ici dans ces systèmes experts, on a le problème de la modélisation, donc comment moi, concepteur, je prends ce que me donne l'expert, comment je le fais rentrer dans ma machine, mais en fait on se rend compte aussi que l'expert, ce qu'il me donne, cette donnée d'entrée, finalement, elle n'est pas si fiable que ça. Et ça, c'est un peu l'objectif, finalement, ou l'avantage, disons, du ML, c'est que je vais moins demander aux experts, alors on a vu qu'il ne faut quand même pas les oublier, les experts métiers, on va plus prendre sur la donnée, et à partir de cette donnée, en fait, donc je ne demande pas à l'expert, donc j'ai plus le problème de comment j'arrive à retirer de la connaissance de la tête de mes experts. Et au niveau des règles, c'est plus moi qui m'en occupe. Tout à l'heure, quand j'avais mon système expert, en fait, je construis mon arbre de décision. Si j'utilise un algo de ML, c'est l'algorithme qui choisit comment je crée mon arbre de décision. Donc là, on a une vraie différence finalement d'approche entre les deux. Et quelque chose quand même d'assez important, c'est qu'ici, on n'a plus un raisonnement juridique. Là, on se base sur plus une compétence statistique sur ce problème-là. Par rapport à avant, on disait, bon, alors, le produit appartient à tel fabricant, donc le fabricant est responsable. Ici, on a, en tout cas dans ce type d'algo, pas ce mode de raisonnement. Et le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir comprendre ce qu'il fait. Là, on a un arbre de décision, mais si on a un réseau de neurones, est-ce qu'on sera capable de comprendre vraiment la logique du réseau de neurones qui aboutit à cette décision? Aujourd'hui, un des exemples les plus frappants dans l'utilisation du ML, c'est Compass, où en fait, c'est des risk assessments. Donc, aux États-Unis, pour la libération conditionnelle de pre-trial, donc avant le procès. En fait, avant, on demandait aux gens, ok, donnez-moi 100 000 $, 150 000 $, et vous avez le droit de partir. Donc là, il y avait un fort biais, c'était ceux qui avaient de l'argent, ils pouvaient repartir avant leur procès. Donc on s'est dit, on va interdire ça. Mais si on interdit ça, ok, comment on fait? Comment on prend cette décision? On va utiliser un outil d'aide à la décision. Cet outil d'aide à la décision, qui utilise du machine learning, en fait, va se poser un certain nombre de questions sur la personne. Alors bon, je vous en donne un petit pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler. Imaginez, c'est juste avant, vous parlez à quelqu'un qui va décider de votre sort, à peu près. Et il y a une des questions parmi les 137, parmi les propositions suivantes à propos de vos sentiments. Alors, est-ce que c'est vraiment des sentiments et des croyances? Il va falloir répondre. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, sachant que l'issue, c'est est-ce que je vais aller directement en prison ou si je peux aller dehors?
Et la première question, c'est « A hungry person has a right to steal ». Voilà, donc on peut se poser un certain nombre de questions là-dessus. Et je mets ça un peu en pause parce qu'il ne faut pas perdre de vue le plus grand problème sur les biais, c'est qu'en fait, on n'a pas un accord sur ce qui se passe. On peut avoir des associations comme ProRepublica qui ont fait des études sérieuses, qui disent effectivement il y a des biais, et il y a d'autres institutions, UCLA, Berkeley, qui ont fait des études pour dire bah, finalement sur ces choses-là, ok, il y a un petit biais qui apparaît, mais il n'est pas non plus énorme. Et donc du coup, en fait, il y a une vraie question. Encore une fois, c'est cette question du qu'est-ce qu'est le réel? Quelle est la différence que je suis en train de mesurer? Et là, c'est pas juste des gens qui se sont pris, qui se sont dit ah tiens, je vais regarder ça. C'est des gens qui ont travaillé dessus. Donc on voit bien que sur les considérations de comment je vais aborder le problème, je vais avoir des conclusions qui sont quand même juste diamétralement opposées. Et on peut aussi regarder plus largement le biais que va apporter le système, enfin ce système d'IA, système d'aide à la décision, sur mon système par exemple juridique. Si demain, un juge peut utiliser cet outil, quel argument il peut donner à contredire l'ordinateur? L'ordinateur a suivi, a analysé des milliers de cas sur des dizaines et des dizaines d'années. Comment le juge peut dire « Ah non, mais sur celui-là, c'est une exception ». Alors, pourquoi? Mais sur les autres, s'il a accepté, il était d'accord. Donc, on a quand même des grosses questions, et puis donc celle-là, c'en est une parmi tant d'autres. Un petit peu à côté, on pourrait se dire « Ok, bah, j'ai un système de la décision, mais s'il est buggé, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? Toutes les décisions que j'ai prises, toutes les décisions qui auraient pu être influencées par ce système de la décision, qui s'avère avoir un bug, qu'est-ce que je fais sur les 10 000 cas précédents? Donc là, ce n'est pas juste mon imagination, c'est le cas au Danemark, où ils avaient un outil de traitement de données pour le bornage, donc la localisation des personnes via des antennes GSM pour savoir est-ce que la personne était sur le lieu du crime ou pas. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème dans leur algo. Résultat, il faut réanalyser plus de 10 000 dossiers. Donc il y a un vrai impact derrière. C'est se dire aussi, bah, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un système de la décision pour gagner un petit peu d'argent si derrière, en fait, je me retrouve à devoir rejuger et pire que rejuger, d'avoir envoyé des innocents en prison. Ce qui, à mon avis, est un peu plus grave. Rosière, donc, qui est un ex-NSA, un homme très brillant, et qui nous parle de la tension d'être expert. Comment je suis expert et indépendant. Et en fait, ce que nous dit Alain Desrosières, c'est en fait, la sociologie des sciences a montré qu'il n'y a pas une séparation entre sciences pures d'un côté et sciences appliquées de l'autre. En fait, il y a une continuité, il y a une palette d'interactions entre ces deux mondes-là. Et en fait, cette non-séparation, en fait, c'est aussi un besoin pour nous, pour le débat démocratique, d'avoir accès en fait, à ces experts. Donc on ne veut pas juste des experts qui soient complètement dans le ciel et qui ne touchent pas à la réalité, parce qu'on veut effectivement qu'ils puissent toucher à la réalité. Mais donc du coup, pour être indiscutable, les experts et leur savoir doivent être indépendants de leur domaine d'application. On a cette problématique qu'on veut quelqu'un d'indépendant, mais en même temps, on veut quand même quelqu'un qui connaisse le système. Donc, on peut l'illustrer comme ça. C'est un tel est chercheur en ML, en machine learning, donc on peut lui demander son avis, mais aussi, parce qu'il est chercheur en ML, on ne va pas lui demander son avis, ou on ne devrait peut-être pas lui demander son avis. Donc là, on se rend compte que l'objectivité, ouais, ça va être un petit peu compliqué, parce que, en fait, à qui je peux bien demander tout ça?